Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de radio-télévision Nouria Machariki Official. En ce vendredi du 15 mai 2026, vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. Sud Kivu, Minembwe. Des violents combats ont eu lieu dans le Sud Kivu ce 14 mai 2026 dans les zones de Karingi, Rugezi, Gakenge, Mikenge, Bidegu et Karongi et ailleurs. Ces affrontements ont opposé la FC M23 MRDP Twirwaneho à la coalition des forces du gouvernement de Kinshasa. Cette coalition y aurait subi de lourdes pertes, comme nous l'avions annoncé dans nos précédentes informations. Du côté du gouvernement de Kinshasa, le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Chimanga, deux majors ainsi qu'un capitaine auraient été tués. Au total, 27 soldats auraient perdu la vie dans ces affrontements. Un autre fait marquant est que la FCM 23 MRDP Twirwaneho aurait saisi une radio utilisée pour coordonner l'ensemble de ses forces, un appareil exploité par des militaires burundais et connu sous le nom de Manpack. Tous les soldats burundais qui l'utilisaient auraient été tués. Sud Kivu, Kalehe, dans le groupement des Ziraro, la FCM 23 aurait pris plusieurs positions aux FARDC, aux Azalendo et aux FDLR. Parmi les localités figurent Nyamugari. Des positions des FARDC, des Wazalendo et des FDLR auraient été incendiées ce 14 mai 2026. Nord Kivu, Massissi, dans le secteur de Gatoyi également, les FARDC, les Wazalendo et les FDLR ont lancé des attaques contre la FCM 23 ce 14 mai 2026, mais auraient été repoussés. D'autres informations indiquent que le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, préparerait une initiative visant à réunir Corneille Nangaa, Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. La FCM 23 affirme être à bout de patience. C'est un message transmis par Bertrand Bisimwa selon lequel la FCM 23 ne continuerait plus à tolérer d'être désavantagée face à un adversaire qui, selon lui, ne respecte aucun des engagements, tandis que les médiateurs resteraient silencieux alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo continuerait de violer les accords avec leur soutien implicite. Bertrand Bisimwa a fait cette déclaration au moment où la République démocratique du Congo poursuit, selon lui, ses attaques contre les civils ainsi que contre les positions de la FC M23. Burundi, un ambassadeur a confisqué les documents de l'avion présidentiel. L'affaire de l'avion présidentiel du Burundi, immobilisé depuis près de 10 ans à Madrid, en Espagne, continue de prendre de l'ampleur après la révélation d'informations affirmant que ces documents essentiels ont été saisis par l'ancien ambassadeur du Burundi en Afrique de l'Ouest, Shérif Aïdara Bokoum, qui exige d'abord le paiement des sommes qu'il affirme que l'État lui doit. Cet avion de type Gulfstream GIV, immatriculé 9U-BKB, avait été envoyé en Espagne en 2017 afin de subir une inspection technique. À cette époque, les autorités burundaises avaient confié à Shérif Aïdara la mission de l'accompagner et de superviser les opérations liées à l'appareil.
Des informations provenant de courriels relatifs à l'achat de cet avion en 2014 montrent le nom de Cherif Haïdara parmi les personnes ayant suivi cette opération. Certains de ces messages avaient été adressés au général Alain-Guillaume Bunyoni, alors directeur du cabinet du président Pierre Nkurunziza. Selon ces informations, lorsque l'avion est arrivé à l'aéroport de Cuatro Vientos à Madrid, Cherif Haïdara aurait récupéré tous les documents de l'appareil avant même d'en informer les hautes autorités burundaises. Depuis lors, l'avion est resté immobilisé à Madrid, faute des documents nécessaires lui permettant de voler ou d'être déplacé. Il est rapporté que l'ancien diplomate exige d'abord le paiement d'importantes sommes d'argent que l'État burundais lui doit avant de restituer les documents. Outre ses fonctions d'ambassadeur en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, Cherif Haïdara était considéré comme un proche du président Pierre Nkurunziza et aurait également accompli pour lui des missions spéciales qui, selon lui, n'ont jamais été rémunérées comme il l'espérait. Au mois d'avril dernier, le président burundais Evariste Ndayishimiye a reconnu que son gouvernement éprouvait toujours des difficultés à retrouver la personne détenant les documents de l'avion. Il a déclaré, je cite, « Cet avion doit quitter Madrid pour rejoindre le Royaume-Uni. Il ne peut pas quitter Madrid sans ces documents. Et nous ne parvenons pas à retrouver la personne qui les détient. » Fin de citation. Ces propos ont suscité de nombreux débats, d'autant plus qu'au moment de l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye, Cherif Haïdara Bokoum occupait encore le poste de représentant du Burundi en Afrique de l'Ouest. Il a finalement été relevé de ses fonctions en 2022. Certaines informations indiquent que le président Ndayishimiye le considérerait désormais comme un individu dangereux ou comme une personne ayant perdu la confiance du régime actuel. Cherif Haïdara est une figure bien connue dans la diplomatie burundaise. Il est également l'époux de Léontine Nzeyimana, actuelle ambassadrice du Burundi en Tanzanie. À présent, le gouvernement burundais se retrouve face à un choix difficile: payer les sommes réclamées afin de récupérer les documents de l'avion ou continuer à laisser l'appareil stationné à Madrid, une situation qui entraîne chaque année des coûts élevés de maintenance et de conservation. République démocratique du Congo, l'administration de Donald Trump accorde peu d'intérêt au soutien de la gouvernance démocratique dans le monde. L'administration de Donald Trump a montré qu'elle accordait peu d'intérêt au soutien de la gouvernance démocratique dans le monde, estimant que les questions de légitimité interne détournent l'attention de la priorité donnée aux intérêts américains et ne relèvent tout simplement pas des affaires de Washington. Pourtant, la volonté des États-Unis d'obtenir un accès privilégié aux minerais de la République démocratique du Congo, politiquement fragile, se retrouve désormais liée à l'agenda politique de son président actuel, Félix Tshisekedi, même si les responsables américains souhaitaient prétendre qu'il ne s'implique pas dans les choix de gouvernance à l'étranger, des dirigeants au mandat contesté cherchent à projeter une image bien différente. Tshisekedi, arrivé au pouvoir grâce à un accord de coulisses avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui a
contourner les véritables résultats électoraux, voit son mandat prendre fin en 2028. Cependant, il pousse actuellement des projets de révision de la Constitution congolaise, une méthode classique pour contourner les limites des mandats présidentiels. Il a publiquement déclaré qu'il accepterait un troisième mandat si le peuple le souhaite, tout en remettant en question le calendrier des prochaines élections, affirmant que le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pourrait empêcher leur organisation à temps. Tout cela est familier aux Congolais. Kabila avait lui-même prolongé son mandat de 2 ans, invoquant notamment l'instabilité dans l'Est comme raison du report des élections. Mais un nouvel élément s'ajoute aujourd'hui. Des signaux interprétés comme un soutien explicite des États-Unis à Tshisekedi. Depuis son arrivée au pouvoir, la rupture avec son prédécesseur est devenue une obsession politique, conduisant Tshisekedi et ses alliés à lever l'immunité de Kabila, puis à le condamner à mort par contumace pour une supposée collaboration avec l'AFC M23 dans l'est du pays. Le 30 avril 2026, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Joseph Kabila Kabange, reprenant les accusations de Tshisekedi concernant son soutien présumé à l'AFC M23. Quels que soient les fondements de ces accusations, beaucoup soulignent que les États-Unis auraient pu sanctionner Kabila depuis longtemps pour de nombreuses raisons, notamment la corruption à grande échelle et l'ingérence massive dans les élections congolaises. Mais le moment choisi et les motifs avancés sont largement perçus comme un geste de soutien envers Tshisekedi. C'est ensuite ajouter l'annonce surprenante du gouvernement congolais concernant la création d'une force paramilitaire spéciale destinée à sécuriser les mines du pays, supposément financée par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Cette déclaration particulière est choquante pour les civils congolais qui subissent depuis des décennies l'incapacité de leur gouvernement à assurer leur sécurité, a poussé l'ambassade américaine à Kinshasa à démentir l'information. Toutefois, le mal était déjà fait, d'autant plus que de nombreux détails des négociations américaines demeurent entourés de secrets. L'accent mis par Washington sur une approche purement transactionnelle pousse les citoyens congolais à tirer leurs propres conclusions. Lorsque Trump a promis à la fin de l'année dernière que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent grâce à la diplomatie américaine en Afrique centrale, peu de gens ont cru qu'il parlait réellement des populations concernées. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentateurs congolais dénoncent des arrangements supposés dans lesquels Tshisekedi offrirait les richesses minières du pays en échange de sanctions contre ses adversaires politiques ou encore une acceptation des migrants expulsés par les États-Unis. Une grande partie de l'opinion publique estime que Washington influence directement les jeux politiques congolais, perception qui semble également partagée par les élites politiques. La ruse qui a permis au ministre Rubio d'entrer en Chine sans y être autorisé. Lors de la visite du président des États-Unis, Donald Trump, en Chine depuis le 13 mai 2026, un fait inhabituel s'est produit sur le plan diplomatique.
le secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères a vu son nom modifié afin de pouvoir entrer sur le territoire chinois. Trump était accompagné de plusieurs responsables, notamment le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ainsi que Scott Bessent, ministre du Trésor, qui participe avec lui aux discussions avec les autorités de Beijing sur la coopération dans plusieurs secteurs. Rubio ne devait normalement pas poser le pied sur le territoire chinois car la Chine lui avait imposé des sanctions en 2019 lorsqu'il était sénateur, l'accusant de s'être opposé aux actions de forces de sécurité chinoises contre les manifestants de Hong Kong qui réclamaient davantage d'autonomie. Le responsable américain avait également accusé le gouvernement chinois de maltraiter les musulmans vivant dans la région ouïghour du nord-ouest du pays, ce qui avait encore aggravé les tensions avec Pékin, conduisant à une nouvelle interdiction d'entrée en Chine. Lorsque Trump a annoncé son intention de nommer Rubio au poste de ministre des Affaires étrangères, la Chine s'attendait déjà à ce qu'il effectue un jour une visite officielle dans le pays. Les autorités et les médias chinois ont alors commencé à prononcer son nom d'une manière inhabituelle. En mars 2026, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que si Rubio prévoyait d'accompagner Trump lors de sa visite à Beijing, les sanctions prises contre lui seraient assouplies. Comme il demeurait impossible pour une personne officiellement nommée Marco Rubio d'entrer en Chine tant que les sanctions n'étaient pas levées, le gouvernement de Beijing a pris la décision de lui attribuer un autre nom, Marco Lu. Ainsi, sur le plan diplomatique, parmi les responsables américains reçus à Beijing figurait Marco Lu, ministre des Affaires étrangères, considéré comme différent de l'ancien sénateur Marco Rubio qui avait été sanctionné à 2 reprises. Les secrets du parcours de la Corée du Nord vers l'arme nucléaire. Comment Pyongyang a contourné les sanctions pour parvenir à une bombe qui inquiète le monde. Alors que les grandes puissances mondiales s'affrontaient durant la guerre froide, la Corée du Nord a discrètement lancé un programme qui, quelques décennies plus tard, allait faire d'elle l'un des rares pays au monde à posséder l'arme nucléaire. Aujourd'hui, le régime de Pyongyang, dirigé par Kim Jong-un, dispose de bombes nucléaires et de missiles à longue portée capables d'atteindre des distances considérables, une situation qui alimente les inquiétudes concernant la sécurité de l'Asie et du monde entier. Mais une question continue de se poser. Comment un pays frappé par la famine, l'isolement et de lourdes sanctions économiques a-t-il réussi à développer des armes plus puissantes que celles de nombreux États riches? Les débuts du programme nucléaire. Le parcours nucléaire de la Corée du Nord a commencé après la guerre coréenne des années 1950, lorsque le régime de Kim Il-sung a commencé à considérer que le pays pouvait rester sous la menace permanente des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés. À cette époque, le pays bénéficiait d'un important soutien de l'ancienne Union soviétique qui aidait Pyongyang à développer ses capacités scientifiques, à former des experts et à construire
infrastructures liées à l'énergie nucléaire. Même si ce programme était officiellement présenté comme pacifique, de nombreux analystes estiment que les dirigeants nord-coréens avaient déjà décidé depuis longtemps de se doter d'une puissante capacité militaire de dissuasion. La doctrine juge l'isolement comme force. L'un des éléments qui ont aidé la Corée du Nord est sa politique d'autosuffisance et de méfiance vis-à-vis de l'étranger. La doctrine du juge promue par Kim Il-sung insistait sur le fait que le pays devait construire lui-même ses capacités militaires, économiques et technologiques. Alors que de nombreux pays dépendaient du commerce international, Pyongyang développait discrètement ses usines, ses laboratoires et ses installations militaires dans le plus grand secret. L'isolement du pays a longtemps empêché les puissances étrangères de mesurer l'avancement réel de son programme nucléaire jusqu'à ce qu'il soit déjà très développé. Comment Pyongyang a contourné les sanctions? Dans les années 1990, après la découverte d'activités suspectes liées au nucléaire à Yongbyon Nuclear Scientific Research Center, la Corée du Nord a commencé à faire l'objet de lourdes sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique. Mais au lieu de freiner Pyongyang, ces sanctions ont été transformées en mécanismes de survie. Le régime nord-coréen a utilisé plusieurs méthodes, notamment le commerce clandestin d'armes, de circuits financiers transitant par des pays tiers, des cyberattaques contre les banques et institutions financières, ainsi que les coopérations secrètes avec des acteurs cherchant des avantages militaires. Des rapports ont également évoqué l'implication d'experts étrangers ayant contribué au transfert des connaissances nucléaires vers Pyongyang, même si une grande partie de ces opérations reste entourée de secrets. Les États-Unis ont-ils tardé à réagir? De nombreux analystes estiment que Washington a commis plusieurs erreurs dans sa gestion du dossier nord-coréen. En 1994, un accord connu sous le nom de Agreed Framework avait été conclu dans lequel Pyongyang acceptait de suspendre certaines activités nucléaires en échange d'une aide énergétique et économique. Mais cet accord s'est finalement effondré à cause du manque de confiance entre les deux parties. Par la suite, la Corée du Nord a poursuivi discrètement ses activités jusqu'à ce que la communauté internationale découvre que son programme avait considérablement progressé. Certains observateurs estiment aussi que les États-Unis étaient alors trop concentrés sur les guerres en Irak et en Afghanistan, ce qui a relégué la question nord-coréenne au second plan jusqu'à ce qu'elle devienne une menace majeure pour la sécurité internationale. Kim Jong-un a accéléré le programme. Lorsque Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en 2011, beaucoup pensaient qu'il privilégierait l'économie et une ouverture diplomatique, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Sous son règne, la Corée du Nord a réalisé plusieurs essais nucléaires et présenté des missiles intercontinentaux capables d'atteindre le territoire américain. La mise en avant de ces armes est devenue un moyen de montrer au monde que Pyongyang n'était plus un pays pouvant être ignoré ou soumis facilement à des pressions. L'arme nucléaire comme assurance du régime.
Pour les dirigeants nord-coréens, l'arme nucléaire n'est pas seulement une question militaire, mais aussi une garantie de survie politique. Pyongyang a observé le sort de Saddam Hussein en Irak et de Muammar Kadhafi en Libye, dont les régimes ont été renversés après avoir perdu ou abandonné leur capacité de dissuasion militaire. Cela a renforcé la conviction du régime nord-coréen que la possession de l'arme nucléaire est le seul moyen d'empêcher toute intervention étrangère. Le monde peut-il encore arrêter Pyongyang? Aujourd'hui, de nombreux pays reconnaissent qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'arrêter totalement le programme nucléaire nord-coréen. Malgré les sanctions, Pyongyang continue d'effectuer des essais de missiles et de renforcer ses capacités militaires. La question n'est donc plus seulement de savoir s'il est possible de stopper ce programme, mais plutôt comment gérer cette menace afin d'éviter une guerre ou une erreur militaire pouvant provoquer une catastrophe mondiale. Alors que les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon renforcent leur coopération militaire, Pyongyang continue de répéter qu'il n'abandonnera jamais son arsenal nucléaire. Cela signifie que le parcours nucléaire de la Corée du Nord n'a pas seulement transformé le régime de Pyongyang, mais aussi profondément modifié l'équilibre de la sécurité internationale au XXIe siècle. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée du 15 mai 2026. Vous étiez au micro de Senham.